C'est le séisme politique que personne n'osait prédire si tôt, et pourtant, il vient d'avoir lieu. Le ticket mythique, le duo inséparable qui a soulevé la jeunesse sénégalaise et promis de réinventer l'Afrique de l'Ouest, a volé en éclats. C'est officiel, l'information vient de tomber, le président Bassirou Diomaye Faye a limogé son premier ministre et mentor de toujours, Ousmane Sonko. Fin du game. Dissolution totale du gouvernement. En quelques secondes, en direct à la télévision nationale, le slogan historique « Diomaye Moi Sonko », Diomaye c'est Sonko, s'est fracassé contre le mur de la réelle politique. Ce qui devait être une révolution fraternelle s'est transformé en un affrontement frontal pour le pouvoir suprême. Alors, trahison fraternelle calculée à froid ou fatalité institutionnelle inévitable? Est-on en train d'assister au chaos ou à la naissance d'un vrai chef d'État? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui se joue à Dakar en ce moment va redéfinir l'avenir de toute la région. On décrypte tout ça, tout de suite. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Pour comprendre le choc tellurique qui secoue Dakar aujourd'hui, il faut faire un retour en arrière rapide. Nous sommes au printemps 2024. Porté par une vague d'espoir sans précédent, après des années de tensions extrêmes et de répression sous le régime de Macky Sall, deux hommes s'installent triomphalement au sommet de l'État sénégalais. D'un côté, Ousmane Sonko, le leader charismatique, le tribun panafricain, l'idole de la jeunesse, mais disqualifié par la justice pour les élections. De l'autre, Bassirou Diomaye Faye, son bras droit loyal, l'homme de l'ombre intègre, élu président de la République dès le premier tour pour contourner l'obstacle institutionnel. À l'époque, le monde entier salue le génie politique sénégalais. On ouvre la formule magique du « ticket », une complicité à toute épreuve, une transition parfaite où le pouvoir se partagerait d'égal à égal. Sauf que l'histoire politique africaine et mondiale nous a appris une leçon immuable, le pouvoir est un espace exigu. Il ne tolère pas la colocation. Derrière les sourires de façade et les embrassades publiques, des mois de frictions sourdes, de divergences idéologiques profondes et de choix économiques diamétralement opposés ont mené l'appareil d'État au bord de l'implosion. Jusqu'au point de non-retour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses secrètes de ce divorce politique majeur. Nous allons analyser l'état réel de l'économie sénégalaise, comprendre la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et surtout, poser un regard froid et lucide sur une question cruciale. Ce modèle du duo exécutif peut-il encore être cité en exemple en Afrique de l'Ouest, ou vient-il d'en devenir le plus grand contre-exemple? Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce qui vient de se passer à Dakar met en lumière un concept que les politologues connaissent par cœur, mais que la ferveur populaire et l'enthousiasme de la jeunesse avaient totalement occulté, le piège de la diarchie. Derrière ce mot technique, il y a une réalité implacable, un pays peut avoir un gouvernement, un parlement, des juges, mais il ne peut pas avoir deux présidents à sa tête. Le pouvoir exécutif suprême est, par nature, un espace solitaire. Dès le départ, en avril 2024, l'architecture même de ce pouvoir était une anomalie politique majeure. Nous avions face à nous deux légitimités concurrentes qui devaient, par un miracle de bonne volonté, cohabiter au millimètre près. D'un côté, vous avez la légitimité constitutionnelle, Bassirou Diomaye Faye. C'est lui qui est élu par le peuple sénégalais avec plus de 54% des voix. C'est lui qui prête serment, la main sur la Constitution. C'est lui qui, aux yeux du monde et du protocole international, incarne la République du Sénégal. Et surtout, c'est lui, et lui seul, qui détient l'arme absolue de l'article 49, le pouvoir discrétionnaire de nommer et de révoquer les membres de son gouvernement. Légalement, le patron, c'est Diomaye. Mais de l'autre côté du couloir, vous avez la légitimité politique, historique et affective, Ousmane Sonko. C'est le leader fondateur du PASTEF. C'est le tribun qui a survécu au procès, qui a bravé la prison, qui a théorisé le projet de rupture, et pour qui une génération entière était prête à descendre dans la rue. Politiquement et moralement, le patron, c'était Sonko. Pendant la campagne électorale, le slogan magique qui ornait les t-shirts et les pancartes était « Diomaye Moi Sonko ». Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. On voulait faire croire aux électeurs que ces deux corps ne faisaient qu'une fusion mystique allait s'opérer au sommet de l'État. Sauf qu'une fois les portes du palais de la République refermées, la poésie des campagnes électorales s'est fracassée contre la froideur des institutions de la Ve République sénégalaise. Très vite, un déséquilibre intenable s'est installé. Ousmane Sonko n'a pas pu, ou n'a pas voulu, endosser le costume traditionnel de Premier ministre. Normalement, un Premier ministre est un chef d'orchestre,
il est dans l'ombre, il applique la vision du président, il prend les coups pour le protéger. Mais Sonko a continué à se comporter en leader d'opinion suprême, en chef spirituel de la révolution panafricaine. Qu'il s'agisse de diplomatie, de réformes économiques ou d'interventions médiatiques, sa parole avait un poids tel qu'elle éclipsait systématiquement celle du président. Lorsqu'Ousmane Sonko s'exprimait lors de meetings enflammés ou face à la presse, la présidence de la République semblait presque réduite à un rôle d'enregistrement de ses désirs. Dans les ministères, chez les hauts fonctionnaires et au sein des chancelleries étrangères, une question toxique a commencé à circuler, une question qui détruit l'autorité de n'importe quel État, qui décide vraiment à Dakar. Qui signe les décrets? À qui faut-il faire allégeance pour obtenir un arbitrage? Pour un chef d'État, laisser planer ce doute trop longtemps, c'est accepter de devenir un président de paille. Ce court-circuit institutionnel permanent a créé une guerre froide feutrée au cœur même du palais présidentiel. Ce qui devait être un binôme fraternel est devenu une cohabitation impossible, où chaque initiative de l'un était perçue comme un empiètement par l'autre. La rupture qui vient d'éclater n'était pas un accident de parcours, c'était une fatalité mathématique inscrutable. Le costume présidentiel était tout simplement trop étroit pour deux hommes de cette envergure. Mais au-delà de cette guerre des égos, de cette bataille feutrée pour l'image et le leadership, il y a une réalité beaucoup plus froide, beaucoup plus impitoyable qui a fini par faire exploser ce duo, l'économie. C'est précisément sur ce terrain mouvant que la rupture idéologique entre les deux hommes est devenue un gouffre totalement infranchissable. Pour bien comprendre, il faut revenir aux premiers mois de leur gouvernance. Quand le duo s'installe au pouvoir, la situation financière du Sénégal est loin d'être idyllique. Ousmane Sonko, fidèle à sa doctrine de rupture souverainiste et panafricaine, décide de frapper fort, très fort. Il veut marquer les esprits, montrer que l'ancien régime a triché. Il lance un audit général des finances publiques et convoque les médias pour une conférence de presse d'une violence politique inouïe. Le verdict de Sonko tombe comme un coup près, l'ancien régime de Macky Sall aurait menti au peuple et aux partenaires. Les chiffres auraient été grossièrement manipulés. La dette publique réelle et le déficit budgétaire du pays seraient largement supérieurs aux estimations officielles. On parle alors d'un écart masqué se chiffrant en milliards de dollars. Pour Sonko, c'est un coup de maître politique, la preuve ultime que l'ancien système était corrompu jusqu'à la moelle. Sauf qu'en économie, la vérité des meetings et l'effet d'annonce ne font pas bon ménage avec la psychologie des marchés financiers. L'effet de cette déclaration fracassante a été immédiat, et disons-le franchement, dévastateur pour l'État. En coulisses, c'est la panique générale. Les agences de notation internationales, terrifiées par ce manque de visibilité, dégradent immédiatement la note souveraine du Sénégal. Les obligations du pays sur les marchés internationaux s'effondrent en quelques jours, rendant le coût de la dette future prohibitif. Et le coup de grâce arrive de Washington, le Fonds monétaire international, FMI, tape du poing sur la table et décide de geler un programme d'aide budgétaire absolument vital de près de 2 milliards de dollars, en exigeant des clarifications immédiates. C'est précisément là que la faille sismique entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko s'est ouverte. Pour Ousmane Sonko, ce bras de fer avec l'extérieur n'est qu'un détail de l'histoire. C'est le prix nécessaire à payer pour purger le système, imposer un modèle souverainiste, quitte à couper temporairement les ponts avec les institutions de Bretton Woods et à imposer une cure d'austérité drastique aux Sénégalais. Il reste dans sa posture de théoricien de la rupture. Mais pour le président Bassirou Diomaye Faye, la réalité du terrain est tout autre. Un président de la République ne gère pas des concepts idéologiques ou des théories de résistance économique, il gère un budget d'État au jour le jour. C'est lui, et lui seul, qui porte la responsabilité constitutionnelle de faire tourner la machine nationale. C'est lui qui doit s'assurer que les fonctionnaires seront payés à la fin du mois, que l'électricité ne va pas couper à Dakar, que les subventions sur le riz et l'huile tiendront, et qu'aucun défaut de paiement ne viendra bannir le Sénégal des circuits financiers mondiaux. Diomaye Faye a très vite été rattrapé par le principe de réalité. Il a compris que l'intransigeance doctrinale, les sorties médiatiques non calibrées et la rhétorique populiste de son Premier ministre étaient en train d'asphyxier financièrement le Sénégal. Le pragmatisme de la fonction présidentielle s'est heurté de plein fouet à la radicalité militante du chef de parti. Dès lors, l'impasse était totale. Le chef de l'État s'est retrouvé face à un choix cornélien, presque tragique, soit sombrer économiquement avec l'idéologie d'Ousmane Sonko, soit sacrifier son Premier ministre pour rassurer les marchés, débloquer les fonds internationaux et sauver les finances du pays. Il a choisi la deuxième option. Alors, comment en est-on arrivé là?
Quelle a été l'étincelle finale, la goutte d'eau politique qui a fait déborder le vase des frustrations et précipité le Sénégal dans cette crise historique? En réalité, la rupture s'est accélérée de manière spectaculaire au cours des dernières semaines. Ce n'était plus une simple guerre froide de couloir entre le palais présidentiel et la primature. Le point de non-retour s'est produit là où bat le cœur du pouvoir législatif, sous les projecteurs de l'Assemblée nationale. Convoqué pour les traditionnelles et très attendues questions d'actualité au gouvernement, Ousmane Sonko s'est présenté face aux députés. C'était l'occasion idéale pour le Premier ministre de rassurer, d'adopter une posture de chef de gouvernement rassembleur, venu rendre des comptes dans un esprit d'apaisement institutionnel et de respect républicain. Mais Ousmane Sonko a choisi une toute autre stratégie, celle de l'affrontement frontal. Fidèle à son style de tribun offensif, il a transformé l'hémicycle en une arène politique. Il a multiplié les répliques cinglantes, les formules ironiques et les attaques directes, parfois d'une violence verbale inouïe, contre les figures de l'opposition et les institutions elles-mêmes. Pour sa base militante la plus radicale, c'était une démonstration de force magistrale, du grand Sonko. Mais pour la présidence de la République, pour la haute administration et pour les partenaires du pays, c'était l'arrogance de trop. Cette attitude a mis le feu aux poudres. Elle a placé le président Bassirou Diomaye Faye dans une position internationale et nationale totalement intenable. En coulisses, la confrontation entre les deux hommes a cessé d'être feutrée, elle est devenue publique, percutant de plein fouet l'appareil d'État. Le chef de l'État a pris conscience d'une dure vérité, la radicalité et le besoin d'en découdre perpétuel de son Premier ministre n'étaient plus seulement un risque économique majeur pour le pays, mais un véritable poison politique capable de paralyser définitivement les institutions de la République. Le dénouement, survenu ce vendredi soir, a été d'une théâtralité absolue. Sans aucune fuite préalable, le communiqué officiel de la présidence de la République tombe, net, froid et sans bavure. Le couperet de la Constitution est actionné, il est mis fin aux fonctions d'Ousmane Sonko et de l'ensemble de son gouvernement. En un seul décret, d'une violence politique inouïe, le président réaffirme ce que beaucoup commençaient à oublier, c'est lui le seul chef. La réaction d'Ousmane Sonko. Elle ne s'est pas fait attendre, et elle est d'une subtilité psychologique qui en dit long sur la suite des événements. Quelques minutes seulement après l'annonce de son limogeage, il publie ce message laconique sur ses réseaux sociaux, à l'Andoulia. Ce soir, je dormirai le cœur léger à la cité Cœur Gorgui. Ne vous y trompez pas. Sous ces airs de détachement spirituel, de soulagement et de sérénité retrouvée, cette formule est une véritable déclaration de guerre politique larvée. En mentionnant explicitement Cœur Gorgui, son quartier général historique, le lieu de ses anciennes résistances, sa forteresse militante, Ousmane Sonko envoie un signal crypté mais limpide à ses troupes, il quitte le costume devenu trop étroit, trop contraignant de Premier ministre pour redevenir un électron libre. Affranchi des dossiers de l'État, débarrassé de l'obligation de réserve, il redevient le chef suprême du parti, le commandant en chef de la rue. Et pendant ce temps, Bassirou Diomaye Faye se retrouve enfin seul face au destin du Sénégal. Il est libéré de la tutelle de son parrain, certes, mais il se retrouve désormais en première ligne, sans bouclier, face à la tempête qui s'annonce. Faisons maintenant un point précis sur la situation actuelle sur le terrain. Le Sénégal vient d'entrer de plein pied dans une zone de turbulence et d'incertitude totalement inédite. La lune de miel post-électorale est définitivement terminée, le romantisme politique a laissé la place au principe de réalité, et le pouvoir s'impose désormais avec une brutalité inouïe. La question brûlante que tout le monde se pose à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès ou au sein de la diaspora, c'est, et maintenant, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Pour le président Bassirou Diomaye Faye, le compte à rebours a commencé et il n'a pas une seule seconde à perdre. Son premier défi est institutionnel, technique et urgentissime, il doit nommer un nouveau Premier ministre et former un gouvernement dans les plus brefs délais. Fini le temps des idéologues, des théoriciens de la rupture absolue et des tribuns de meeting. Les rumeurs de palais et les cercles diplomatiques évoquent déjà un virage stratégique majeur, le choix d'un profil de technocrate. Un expert reconnu pour sa rigueur, capable d'envoyer un signal fort, immédiat et rassurant à l'échelle internationale. L'objectif de cette manœuvre est clair, retourner d'urgence à la table des négociations avec le Fonds monétaire international, apaiser les craintes de la Banque mondiale et stabiliser une économie sénégalaise qui était en train de suffoquer en coulisses. Pour Diomaye Faye, il s'agit de prouver qu'il a les épaules pour diriger, qu'il peut relancer les investissements, freiner l'inflation et répondre à la demande sociale étouffante de la jeunesse sans l'ombre tutélaire de son ancien mentor. Il veut montrer qu'il est, enfin,
le seul et unique pilote dans l'avion. Mais le véritable danger pour le chef de l'État ne se trouve pas uniquement dans les bureaux feutrés de Washington ou sur les marchés financiers. Il se trouve dehors. Il se trouve dans la rue, et plus précisément, au cœur même de sa propre majorité politique. La base électorale du PASTEF, le parti qui a porté ce duo au pouvoir, traverse aujourd'hui un véritable traumatisme psychologique. Pour des millions de militants fanatisés et forgés par des années de répression et de lutte syndicale ou politique, Ousmane Sonko n'était pas un simple Premier ministre interchangeable. Il était l'âme du projet, le cœur de la révolution panafricaine, le cerveau de la rupture. Son éviction brutale est vécue par une partie de la jeunesse comme une trahison pure et simple, un coup de poignard administré par l'homme qu'il a lui-même installé dans le fauteuil présidentiel. Dès lors, le risque de déstabilisation à court terme est gigantesque, et il s'articule autour de deux axes. D'abord, la paralysie totale du pouvoir législatif. Si les députés à l'Assemblée nationale restés fidèles à Ousmane Sonko décident de faire bloc, de refuser de voter les lois ou de rejeter la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, le pays va basculer dans un blocage institutionnel monstre. Diomaye Faye n'aura d'autre choix que de gouverner par ordonnance ou de provoquer de nouvelles élections législatives ultra risquées. Ensuite, le spectre des violences et des manifestations de rue. Assistera-t-on à des affrontements fratricides entre les partisans du président, partisans de la légitimité étatique, et les fidèles de Sonko, partisans de la légitimité historique? Une chose est sûre, en reprenant sa liberté et en retournant dans sa forteresse de Keur Gorgui, Ousmane Sonko redevient le patron absolu et incontesté de l'appareil du parti. Le voilà replacé dans le costume qu'il maîtrise le mieux sur le bout des doigts, celui de l'opposant anti-système. Prêt à capitaliser sur la moindre erreur, la moindre mesure impopulaire ou la moindre concession économique d'un président de la République désormais privé de son principal bouclier humain. Le duel ne fait que commencer. Venons maintenant à la question fondamentale. Celle que se posent tous les politologues, de Bamako à Abidjan, en passant par Conakry, ce modèle inédit de binôme politique peut-il et doit-il être cité en exemple en Afrique de l'Ouest? La réponse cash, c'est non. C'est même tout le contraire, le crash de cette alliance est en train de devenir un cas d'école, une leçon de réalisme politique brutal pour tout le continent. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder le paysage politique de notre région. L'Afrique de l'Ouest traverse une crise de gouvernance majeure. Entre les transitions militaires du bloc de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger et les démocraties fatiguées par les troisièmes mandats, le modèle Sonko-Diomaye est apparu lors de leur victoire comme une lueur d'espoir. On se disait, voilà enfin la formule magique de la maturité politique. Un leader charismatique, adoré des foules, qui accepte de s'effacer par pure stratégie collective, et un homme de l'ombre, loyal, qui accède au pouvoir suprême sans trahir le projet d'origine. C'était beau, c'était presque romantique. Mais la réalité du pouvoir a instantanément rattrapé l'utopie. Ce modèle souffrait d'un vice de forme originelle, l'illusion du pouvoir partagé. Dans l'espace constitutionnel ouest-africain, hérité en grande partie du présidentialisme ultra-centralisé de la République française, les institutions sont conçues pour un seul homme. Le costume présidentiel est taillé pour un souverain, pas pour une colocation. Vouloir y introduire une diarchie, c'est-à-dire un pouvoir bicéphale, revient à poser une bombe à retardement au cœur de l'État. D'un côté, vous aviez la légitimité constitutionnelle et légale, Bassirou Diomaye Faye, le seul détenteur de la signature de l'État. De l'autre, vous aviez la légitimité populaire et partisane, Ousmane Sonko, le véritable patron des troupes et de l'idéologie du PASTEF. Un tel déséquilibre ne pouvait pas tenir sur la durée. Très vite, la question que tout le monde s'est posée dans les chancelleries est devenue invivable pour un président, qui commande vraiment à Dakar. Quand le Premier ministre commence à définir sa propre ligne, à menacer publiquement de quitter le navire si le président dévie de la doctrine du parti, ou à exposer ses désaccords à l'Assemblée sur les fonds politiques, l'appareil d'État se paralyse. Les ministres ne savent plus à quel chef obéir, les investisseurs paniquent face à cette instabilité au sommet, et l'autorité de l'institution présidentielle s'effrite. L'expérience sénégalaise vient de prouver une vérité historique universelle, en politique, le pouvoir se conjugue exclusivement au singulier. On ne gouverne pas un pays en pleine mutation économique avec une promesse d'amitié ou un pacte de loyauté morale. Un leader populaire ne peut pas rester sagement dans l'ombre du chef d'État qu'il a lui-même propulsé. Tôt ou tard, la rivalité prend le dessus. Pour le reste de l'Afrique de l'Ouest, la leçon est limpide. Si le Sénégal doit inspirer la région aujourd'hui,
ce n'est pas par son modèle de couple exécutif, mais plutôt par la robustesse de ses institutions. C'est la capacité de sa constitution à purger une crise politique majeure en un seul décret, proprement, face caméra, et sans effusion de sang. Le mythe du sauveur à deux têtes est tombé, place au retour de l'État institutionnel. Pour conclure, le Sénégal vient de tourner, sous nos yeux, une page majeure et peut-être douloureuse de son histoire contemporaine. Le mythe du duo fusionnel Sonko-Diomaye est mort ce soir, laissant la place à la dure, à la froide réalité de la réelle politique. Bassirou Diomaye Faye est désormais seul maître à bord du navire sénégalais. C'est son véritable baptême du feu, son heure de vérité. Il doit maintenant prouver à son peuple, mais aussi au monde entier, qu'il est un président de la République à part entière et non le simple exécutant d'un projet pensé et dicté par un autre. Il a choisi l'affirmation de l'autorité de l'État au détriment de la fidélité partisane. L'histoire dira si ce choix était celui d'un homme d'État courageux ou un suicide politique. Quant à Ousmane Sonko, ne faisons pas l'erreur de l'enterrer trop vite. Sa liberté retrouvée, loin des contraintes étouffantes des dossiers ministériels, pourrait bien être le point de départ d'une nouvelle ère. Libéré de l'obligation de résultat, il redevient le gardien du temple de la rupture, une force d'opposition ou de pression redoutable, prête à bondir au moindre faux pas. Le Sénégal a prouvé une fois de plus que ses institutions sont solides et qu'elles savent purger les crises au sommet sans basculer dans le chaos. Mais le plus dur commence. Car si les chefs se séparent, les attentes du peuple sénégalais, elles, restent exactement les mêmes. C'est la fin de ce décryptage, mais maintenant, c'est à vous que je donne la parole. C'est votre avis qui m'intéresse dans l'espace commentaire. Dites-moi, est-ce que vous pensez que le président Bassirou Diomaye Faye a eu raison de trancher pour restaurer l'autorité de l'État, ou s'agit-il selon vous d'une trahison envers celui qui l'a porté au pouvoir? Et surtout, après ce crash, croyez-vous encore que des duos politiques de ce type puissent un jour fonctionner sur le continent? Je lirai toutes vos réponses. Si vous avez aimé la réactivité de cette analyse et sa rigueur journalistique, faites-le savoir, lâchez un énorme pouce bleu dès maintenant. C'est ce qui aide le plus la chaîne à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos prochains décryptages sur l'actualité africaine et internationale. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez curieux, et à très vite pour une nouvelle vidéo.